on a enlevé l'utérus d'une femme dans les années 1800, dans les années 1900. En 2000, on continue encore à enlever l'utérus d'une femme juste pour un problème anodin. Bonjour Aïssatou, très contente de vous avoir parmi nous. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la banlieue parisienne pour aller vous installer au Canada? C'est mon métier. En fait, j'ai fait 3 ans à Paris. J'ai fait 3 ans à l'hôpital Necker. J'ai travaillé en hématologie. Et tous les jours, je me disais, si demain j'ai l'opportunité de vivre ma vie comme je le veux, je le ferai. Je faisais un métier dans un service très difficile avec des patients atteints de cancer, de leucémie. Et je voyais en fait que ces personnes-là, j'ai accompagné beaucoup de jeunes de mon âge à cette époque à mourir. Et ça m'a donné l'envie de vivre ma vie tant que j'allais être en santé. Et c'est vraiment ça, Raïssa, qui m'a fait comprendre qu'on n'a qu'une vie et il faut la vivre quand on a les moyens. Effectivement, on n'a qu'une vie et c'est pour ça qu'il faut poursuivre ses rêves. Aïssatou, vous l'avez fait. Une fois installée à Montréal, au Québec, vous avez créé cette association dont vous êtes présidente, Vivre sans fibrome. D'où est venue l'idée? Alors moi, j'ai jamais voulu être présidente, clairement pas. Quand on me posait la question, qu'est-ce que je fais dans la vie, c'était toujours je veux vivre d'amour et d'eau fraîche et puis c'est tout. Et en fait, la vie m'a fait comprendre que non, elle allait me donner un chemin différent parce que je suis venue toute seule ici au Québec et 3 ans après, je suis tombée malade. Très malade. J'étais tout le temps fatiguée. Je savais que j'avais des saignements, mais je pensais que c'était normal. Et en fait, Raïssa, je me suis réveillée en pleine nuit avec des douleurs dans la poitrine. Et là, je pensais que je faisais une crise cardiaque. En fait, je suis allée consulter et là, on m'avait dit que peut-être que j'avais un cancer parce que j'avais vraiment perdu beaucoup de sang. Et c'est le paradoxe, on m'avait même dit que peut-être que j'avais un cancer du sang. Et finalement, on a posé le diagnostic de fibrome utérin. Et à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je me suis dit, le médecin m'avait un peu banalisé ça. Bon, tu as des fibromes, on va te donner la pilule contraceptive justement pour régler ton cycle. Et en fait, 1 mois après, j'ai fait une thrombophlébite. Donc, une thrombophlébite, c'est un caillot qui se trouve dans la jambe droite, généralement, qui peut créer une embolie pulmonaire. Et ça m'a valu 1 semaine d'hospitalisation, 1 mois d'arrêt maladie, 3 mois de traitement, transfusion sanguine. Et là, je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi ça? C'est un témoignage qui est très touchant, Aïssatou. Pour rappel, le fibrome utérin, ça reste une maladie méconnue. C'est une tumeur bénigne, non cancéreuse, qui se développe dans l'utérus. Aujourd'hui, on ne connaît pas réellement les causes précises de l'apparition d'un fibrome. Aïssatou, est-ce que vous pouvez nous rappeler les principaux symptômes et quelle a été votre démarche pour aller faire un examen? Moi, vraiment, je n'allais pas spécialement aller à l'hôpital, mais j'ai eu des douleurs la nuit au repos. Et ça m'a fait très. Ça a été vraiment le signal d'alarme au niveau de ma prise en charge d'aller consulter rapidement. Donc oui, il y a beaucoup de personnes, surtout certaines femmes ne savent même pas ce que c'est que des fibromes, qui peuvent passer totalement à côté du diagnostic et de vivre éternellement avec leurs symptômes. Donc, quand on parle de symptômes, ça va être une fatigue chronique, ça va être des saignements tout le temps, ça va être une petite pesanteur abdominale. Non, je ne suis pas enceinte. Et non, je n'ai pas mangé plus que d'habitude, mais certaines femmes pensent que c'est juste un problème de sport, mais non, parfois ça peut être lié à un problème gynécologique. Il faut noter que dans votre cas, il y a eu une grave erreur de diagnostic au départ. Alors, est-ce que c'est ça qui vous a poussé à créer Vivre sans fibrome?
je voulais porter plainte contre tout le monde à ce moment-là. Sur mon lit d'hôpital, j'ai voulu porter plainte contre le médecin, j'ai voulu porter plainte contre la compagnie pharmaceutique de la pilule contraceptive, j'ai voulu porter plainte contre vraiment l'infirmier qui m'avait sous-estimé ma douleur, le médecin qui m'avait mis la pression pendant mon hospitalisation sur un choix de traitement. J'étais vraiment très en colère. Et ma soeur m'avait donné ce conseil en me disant « Aïssatou, tu devrais peut-être rencontrer d'autres femmes et avec ces femmes-là, vous allez pouvoir faire une plainte collective, mais toute seule, ça ne marchera pas. » Et même à cela encore, Raïssa, je n'ai pas voulu spécialement me lancer dans un organisme, dans une association, parce que parallèlement, moi, j'avais vraiment ma vie qui était réglée, j'étais infirmière, je gagne bien ma vie, je ne voyais pas l'intérêt de monter une association. Et c'est vraiment en allant à la rencontre des femmes, en apprenant beaucoup sur la maladie et aussi les inégalités, que là, j'ai vraiment ressenti le besoin de créer une association. Ce n'est pas juste un plaisir, c'était vraiment un besoin. Et si je suis encore là-dedans, c'est parce que ces inégalités existent et vont continuer à exister si on ne fait rien, en fait. Selon vous, pourquoi il y a ce manque de structure et d'informations pour aider les femmes atteintes de fibromes utérins? Le problème, c'est que les professionnels de la santé vont banaliser ça. Oh, vous avez un fibrome, c'est rien. On n'en meurt pas, c'est pas une tumeur. Finalement, les femmes elles-mêmes vont aussi banaliser ça en se disant, mais non. Beaucoup, celles qui savent ce que c'est, vont un peu négliger aussi leurs symptômes. J'ai toujours eu des fibromes, ma mère a eu des fibromes. Il y a un peu cette notion de fatalité. Les fibromes, ça existe, il n'y a pas de traitement, on opère et puis on règle le problème. Mais ça va plus loin. Et en fait, justement, quand j'ai voulu porter plainte, j'ai couru en France. J'ai pris un vol directement pour aller en France parce que ma sœur m'avait dit justement qu'il existait une association en France, Fibrome Info France. Et en même temps, elle m'avait dit, tiens, Aïssatou, si tu as des fibromes, c'est peut-être à cause de la permanente dans tes cheveux. Donc, il y a quelque chose à faire. Rentre en France, va te renseigner. Si tu n'as pas d'informations, au moins, tu seras pris en charge. Et j'avais beaucoup aimé mon contact avec l'association Fibrome Info France parce que j'ai pu voir une gynécologue spécialisée dans le fibrome utérin qui m'avait parlé à ce moment-là d'une technique qui s'appelait l'embolisation artérielle. Alors, ce n'est pas une opération. C'est pas une opération chirurgicale, c'est un acte qui est fait par le radiologiste. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose quand même qui permettrait de soigner les fibromes utérins au-delà de se faire charcuter. Et finalement, quand je suis rentrée à Montréal et que j'en ai parlé à mon médecin m'avait dit, non, je vous proposerai pas ça. Alors là, je me suis dit, mais si vous ne nous donnez pas toute l'information pour que je puisse faire un choix éclairé, ça ne fonctionne pas, docteur. Et là, c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé à mon retour de copier, entre guillemets, avec les spécificités du Québec, de monter aussi un organisme avec l'appui d'Angela Barga. Et c'est comme ça aussi que j'ai vu qu'aux États-Unis, beaucoup de femmes aussi avaient monté des structures. Je pense au projet de la robe blanche aussi, autour du fibrome utérin. Et ça a toujours été par des femmes noires parce que les femmes noires, malheureusement, sont beaucoup plus touchées que la femme caucasienne. Très, très intéressant. J'aimerais revenir sur deux choses que vous avez mentionnées qui sont très importantes. La première, vous avez évoqué la permanente dans vos cheveux, qu'on appelle aussi le défrisage, qui est beaucoup utilisé chez les femmes noires. Est-ce qu'il y a réellement un lien entre les produits défrisants et les fibromes? Il y avait une étude en 2012 qui avait été réalisée aux États-Unis qui justement avait émis une hypothèse que les perturbateurs chimiques qui se trouvaient dans la permanente avaient aussi un lien avec les fibromes utérins. Alors, beaucoup de femmes, et je pense même qu'au début, justement, pourquoi on a voulu prendre soin de notre santé capillaire, c'est que justement, on s'est aperçu qu'on commençait à être malade, à avoir des fibromes, que ce n'était pas sain. Vous savez, quand on met je me rappelle à l'époque où je mettais du défrisant, mon crâne me brûlait. On parle du cerveau quand même. Et effectivement, mais il n'y a pas eu de contre-hypothèse. Donc, on ne peut pas l'affirmer clairement. Mais ce qu'on le sait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus. Que les perturbateurs endocriniens qui vont se trouver autour de nous dans les produits chimiques peuvent avoir un impact direct sur les fibromes utérins. Donc, ça serait logique en fait que les produits éclaircissants, les produits chimiques, d'autres déodorants vont occasionner
vont faire en sorte que chez nous, la femme noire, nos fibromes vont être beaucoup plus gros et beaucoup plus nombreux à un âge beaucoup plus tôt. Donc, une femme caucasienne qui a un fibrome à 40 ans et qui en a juste un et qui a eu ses 5 enfants, versus la femme africaine qui a 29 ans, qui a déjà 4 fibromes de la taille d'un pamplemousse, ben là, on n'aura pas la même problématique. Donc, quand un médecin dit à cette jeune femme de 29 ans, on ne fait rien, puis dans 5 ans, on vous opère avec un risque de vous enlever l'utérus, c'est qu'il y a eu une faille quelque part. Ensuite, vous avez mentionné qu'il y a une certaine inégalité, que ces tumeurs se développent souvent plus chez la femme noire. Je crois qu'on parle de 20 à 30% chez les femmes caucasiennes et plus de 50% chez la femme noire. Comment vous pouvez expliquer cette disparité? Ah oui, non, totalement. On pense que il y a 2 à 3 fois plus de femmes noires qui ont des fibromes par rapport à la femme blanche. Mon premier gynécologue, après mon épisode d'hospitalisation que j'avais rencontré, qui m'avait dit, Aïssatou, la majorité des femmes qui viennent pour des fibromes sont comme toi. Comment ça, comme moi? Ben, elles sont noires, c'est des Africaines, des Haïtiennes. Et là, quand je lui avais dit, mais docteur, c'est quoi la cause? Pourquoi on est plus touché? Et là, il m'avait dit, on s'en fout de la cause. Ce qui nous intéresse, c'est le traitement. Donc, on s'en fout de la cause. Ce qui nous intéresse, c'est de vous opérer, de vous donner des médicaments. Et si vos fibromes réapparaissent, on continue à vous opérer. Donc, il y a vraiment un problème. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas pourquoi la femme noire a plus de fibromes. Mais on sait que cette inégalité existe et c'est pour ça en fait que l'association Vivre sans fibrome a été aussi mise en place pour enfin avoir des solutions concrètes ou du moins commencer un projet de recherche. Donc, avis aux chercheurs, avis aux gynécologues, on a trop longtemps souffert en silence. Maintenant qu'on commence à devenir de plus en plus conscientisé, il est temps qu'on fasse quelque chose. Et je pense que c'est à nous de le faire. Il ne faut pas attendre que le gynécologue de 80 ans et plus, qui n'en a strictement rien à faire du fibrome, nous apporte une solution. La solution pour lui, ça sera soit on opère, soit on vous donne des médicaments ou on ne fait rien. J'ai pas la prétention de dire ce que ressent une femme atteinte de cette maladie, mais c'est quand même hardcore de se voir proposer de se faire retirer son utérus. Est-ce que vous pensez que certaines femmes ont fait ce choix en pensant qu'elles n'avaient pas d'autre alternative? Avant, il y avait beaucoup de gynécologues hommes, des hommes blancs, qui s'occupaient de la femme. Alors moi, je suis de ceux et celles qui pensent que oui, ça prend parfois une femme pour comprendre le corps d'une femme. Comme je le dis, si il s'agissait de retirer les testicules d'un homme pour traiter un problème, je pense qu'on aurait trouvé une solution depuis bien longtemps. Vous savez, on enlevait l'utérus d'une femme dans les années 1800, dans les années 1900. En 2000, on continue encore à enlever l'utérus d'une femme juste pour un problème anodin, selon eux. Ça me faisait penser justement à cette gynécologue sénégalaise qui, lorsqu'elle donnait le diagnostic de fibrome, quand la patiente lui disait qu'est-ce qu'il faut faire, il faut vous opérer. C'est quand même pour un problème aussi banal, passer auprès d'une chirurgie, il y a vraiment un décalage quelque part. Et moi, ce qui me fait mal, c'est quand j'entends ces femmes aussi un peu banaliser ça en se disant, mon utérus, de toute façon, il ne me sert à rien, donc on peut me l'enlever. Donc, ça va loin quand même un peu dans justement cette forme de lobotomisation, c'est qu'on nous fait même prendre conscience à nous que notre utérus ne sert à rien, sachant que l'utérus, c'est quand même la maison de nos enfants et de nos futurs enfants. L'utérus, c'est l'organe où toutes nos hormones, toute notre essence, notre féminité passe par là quand même. Malgré qu'on est toutes responsables et chaque femme est consciente aussi et libre de prendre une décision à partir du moment où elle a l'information, mais il faut que cette information soit communiquée à travers les médecins ou à travers des organismes, par exemple. Et ça, nous, on milite là-dessus. Chaque femme est libre de choisir son traitement. Encore faut-il qu'elle soit au courant. Aïssatou,
Donnez-nous des exemples d'alternatives ou de traitements. Moi, je me rappelle d'une patiente qui avait pratiquement 70 ans. Quand je lui avais dit que j'avais une association sur le fibrome utérin et qu'il y avait d'autres alternatives, comme l'embolisation artérielle, par exemple, ou comme les ultrasons aux États-Unis. Et là, peut-être qu'en France aussi, le mouvement va commencer à se faire. Elle m'avait dit, ben, si j'avais su qu'en 1990, je pouvais choisir une autre option que d'enlever mon utérus, je l'aurais fait. Et c'est elle qui m'avait parlé un peu de la maison de ses enfants. Voilà, donc oui, c'est quand même une solution assez radicale et qu'il faut totalement combattre. Avec Vivre sans fibrome, quelles initiatives et actions vous mettez en place pour pallier au manque d'informations? J'avais commencé le travail avant même que l'association se mette en place. J'avais commencé la première des choses que j'avais faites, c'est d'aller chercher des articles auprès des professionnels de la santé sur le fibrome. Parce qu'il y avait une pénurie, il n'y avait pas du tout d'informations sur le fibrome utérin au Québec. En France et à l'étranger, oui, mais ici, il n'y avait strictement rien. Donc, je suis allée chercher l'expertise médicale ici auprès d'un gynécologue, auprès d'une ostéopathe, d'acupuncteur, pour aller chercher un peu cette crédibilité en se disant, oui, le fibrome utérin est une maladie, oui, on peut faire des choses. Ça me prenait ça parce que moi, je suis dans le domaine de la cardiologie et je découvrais quelque chose de totalement nouveau. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est qu'avec tous ces articles-là, on avait créé un site Internet. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai lu les articles, que je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que cette information soit communiquée auprès des autres femmes, auprès des professionnels aussi. Et ça nous prenait une maison, ça nous prenait un lieu. Et ce lieu-là, on a décidé de créer le premier site Internet sur le fibrome utérin au Québec. Et on en était très fiers à l'époque. Maintenant, le site Internet a 3 ans. Et il a une très, très belle visibilité. Avec ce site Internet, on est allé encore plus loin, c'est qu'on a mis en place des activités d'information et de sensibilisation. Donc, on est allé à la rencontre de femmes et chaque femme avait une histoire, chaque femme avait une souffrance, des souffrances vraiment difficiles. Et tu sais, chez nous, les femmes noires, généralement, on n'a pas tendance à parler de sa vie privée, encore moins de sa vie privée sur les réseaux sociaux. Clairement, on est encore dans ce stade où on souffre en silence, en fait. Je pense que le fait d'intérioriser, je pense que ça peut être aussi une cause indirecte face à la création l'augmentation des fibromes utérins. Clairement. Donc, j'ai rencontré beaucoup de femmes, des beaux témoignages aussi pour certaines qui avaient franchi le pas de se livrer, qu'on peut retrouver sur notre site Internet. Et en fait, chaque année, on organise une grande conférence, donc avec les femmes, avec des hommes aussi, avec des professionnels qu'on appelle le Fibrome Day. Et une fois par année, on ne parle que de ça. Et en parallèle également, on avait aussi monté un projet de recherche sur les femmes immigrantes atteintes de fibrome utérin. Mais malheureusement, manque de fonds et de moyens, le projet a dû s'interrompre. Donc, tout est à faire. Pour rappel, le fibrome utérin, c'est une maladie qui n'a malheureusement pas de journée mondiale. Mais par contre, il y a le mois du fibrome utérin aux États-Unis qui est au mois de juillet. Au Canada, il y a le Fibrome Day en octobre. Aïssatou, est-ce que vous avez un projet en cours dont vous êtes fière? On est très fiers parce qu'on a pu collaborer avec une clinique de fibrome utérin qui a été mise en place à l'initiative d'une gynécologue camerounaise, Dr Kamga, qui voit exclusivement des femmes atteintes de fibrome utérin. Et je sais que ça évite justement d'aller consulter plusieurs professionnels, ça évite justement d'être pris en charge et surtout d'être entendu et compris. Et ça, c'est important aussi. Un petit mot sur les projets d'avenir de Vivre sans fibrome? Le tour du monde. Je suis prête. Vraiment, j'en ris un peu, mais c'est un peu ça aussi l'objectif, d'aller sensibiliser, d'aller éveiller les consciences, d'apporter des solutions concrètes avec des personnes qui seraient intéressées autour du fibrome. C'est même pas juste une question de fibrome utérin, hein, c'est vraiment une question de santé
clairement. En 2020, on s'aperçoit que la santé est une priorité. Il faut l'être à chaque instant et à tout moment. Et moi, j'ai mon petit projet personnel aussi, ça serait d'accompagner des femmes atteintes de fibrome individuellement aussi. De quelle manière vous souhaitez les accompagner? Dans la santé globale, alors la santé intégrative, c'est de prendre la médecine conventionnelle, les traitements chimiques, avec la médecine alternative, l'acupuncture, l'ostéopathie, la psychologie. Et de là, en fait, on peut avoir le bon traitement pour la personne. On ne peut pas distinguer l'un et l'autre parce qu'on est un tout. Donc, le fibrome utérin, c'est aussi ça. C'est pas juste un problème chimique qui peut être résolu avec la chirurgie. L'activité physique va avoir un impact sur le fibrome utérin positif. L'alimentation va avoir un impact aussi sur le fibrome utérin. Tout ce qui est perturbateur endocrinien, les produits chimiques, c'est tout ça qui va faire en sorte qu'on va permettre d'éviter que la maladie augmente. Bien que ça peut être difficile dans un premier temps, mais ça nécessite parfois un accompagnement pour donner cette information. Donc, c'est ce qu'on appelle la santé intégrative et je pense que c'est ça aussi qui fera la médecine de demain. On parlait justement beaucoup de plantes médicinales pendant cette période de Covid. Peut-être que la solution, c'est les deux en même temps, là. C'est vraiment à la fois la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle quand on peut combiner les deux. Avant d'être canadienne, vous êtes originaire de la Mauritanie et du Sénégal. Et dans certains pays africains, ils sont pas trop au fait des opérations, des chirurgies pour le fibrome utérin, mais ils le soignent tout de même de façon naturelle et notamment avec des plantes. Alors, comment expliquer ce décalage, le fait de soigner cette maladie, mais de ne pas du tout en parler? Malheureusement, je pense que le problème d'avoir occidentalisé un peu le continent africain, c'est qu'on est beaucoup dans tout ce qui est médicaments. Clairement, moi, j'ai toujours mes tantes, envoie-moi du Tylenol, du Doliprane, mais on oublie les choses les plus simples qui se trouvent dans notre jardin et qui peuvent nous soigner. Malheureusement, le problème, c'est qu'on manque de recherche. On manque de données, on manque de data, on manque de statistiques. Donc, la femme qui va prendre la plante du marché, je pense à la plante quatre côtés pour soigner ses fibromes, oui, peut-être que ça peut fonctionner, mais ça nous prend un volet scientifique pour justement comprendre comment ça s'est passé et surtout pouvoir transmettre ça en toute sécurité et également travailler avec les professionnels de la santé pour voir si tout est compatible avec les médicaments ou une éventuelle chirurgie. Donc, moi, lors de mon dernier voyage au Sénégal, justement, j'avais pu ramasser quelques plantes médicinales pour les fibromes utérins. Et maintenant, je conseille à mes cousines à distance de prendre les plantes du marché au Sénégal pour soigner justement les fibromes. Donc, le jour où on s'intéressera vraiment à la médecine traditionnelle, je pense qu'on trouvera des belles découvertes et ça serait aussi une façon de se réconcilier avec notre corps aussi. Aïssatou, un dernier message à passer à tous ceux qui nous regardent. Prendre soin de sa santé gynécologique parce que c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. À partir du moment où on décide d'aller chercher de l'information et de parler, c'est aussi important de parler, de témoigner, on peut aider une personne. Même si on pense que cette personne-là n'est pas du tout dans le même état que nous, parfois, on se découvre à rencontrer des personnes qui nous ressemblent, qui vivent les mêmes situations que nous, les mêmes problèmes. Quand on parle d'intimité, c'est toujours un peu délicat, mais finalement, on s'en aperçoit qu'on n'est jamais tout seul. Et moi, je sais que plus je m'intéresse à la cause et plus je crée une famille qui me fait comprendre que demain, si j'ai un problème, je sais que ces personnes-là vont être là. Mais un autre message aussi, ça serait qu'il est temps, il est vraiment temps qu'on s'intéresse à ce problème-là, tous ensemble, parce que ça prend aussi des hommes, tous ensemble, et il ne faut plus se taire, il faut agir. On a beaucoup parlé. Maintenant, moi, je suis une femme d'action. J'aime les choses concrètes. Il est temps qu'on aille de l'avant. Non pas spécialement pour nous, mais pour les générations à venir. Voilà, on aurait un très beau cadeau à leur offrir
en disant ben stop quoi, il est temps que ça s'arrête. Merci Aïssatou Sidibé, fondatrice, présidente de l'association Vivre sans fibrome. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous d'avoir regardé ce programme, l'Afrique des solutions. N'oubliez surtout pas de me suivre sur les réseaux sociaux et de vous inscrire sur ma page YouTube. C'était Raissa Girondin avec vous. Prenez soin de vous. Yeah, yeah.